Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 22 avril. Ce soir, on va essayer de remettre la main sur notre carnet de santé. Est-ce que vous savez où vous en êtes dans vos vaccins? Oui, parce qu'on est en pleine semaine européenne de la vaccination. Et cette année, l'accent est justement mis sur la mise à jour des injections tout au long de la vie. Ligne ferroviaire Nantes-Saint-Gilles, sans doute enfin le bout du tunnel. RFF et collectivités étaient en tout cas réunis à Challans vendredi pour officialiser la répartition des financements et annoncer le lancement des travaux dans 5 mois. Et puis, parce qu'on est encore un petit peu dans l'atmosphère de Pâques et des chocolats, on va aussi ce soir aller à la rencontre de la poule de Maran et de ses mystérieux œufs à la couleur d'or. BCG, DTP, coqueluche, voire hépatite B, combien sommes-nous à savoir vraiment où nous en sommes et quand est prévu le prochain rappel? Eh bien, ne serait-ce que se poser cette question, c'est justement un des objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a créé la Semaine européenne de la vaccination. Après s'être penchée en 2013 sur la simplification du calendrier des injections, elle compte bien cette année nous inciter à rouvrir le carnet de santé. Alix Solanos. Pour certains vaccins, oui, et puis pour d'autres, ça dépend. Ah oui, je suis à jour, jusqu'en 2022. Non, je ne me vaccine pas. Entre ceux qui oublient, ceux qui hésitent et ceux qui refusent totalement, nous sommes finalement nombreux à ne pas être à jour dans nos vaccins. Pour le docteur Laurent, c'est un véritable défi, celui de sensibiliser la population aux enjeux de la vaccination. Les gens pensent qu'en étant vaccinés quand ils étaient enfants, à l'âge adulte, eh bien, ils n'ont plus rien à faire, alors que c'est faux. Par exemple, le DT polio doit être refait aux âges de 25, 45, 65 ans. Et on sait que, par exemple, le tétanos, il y a quand même des cas mortels tous les ans, parce que les gens ne sont pas à jour de leur vaccination. Certaines maladies refont ainsi leur apparition. Depuis 2008, on observe par exemple une recrudescence de la rougeole. Et dans ce cabinet de pédiatrie, c'est la coqueluche que l'on a vu revenir. Des enfants la plupart du temps contaminés par leurs parents ou leur entourage proche. C'est pour ça qu'on a mis en place, mais c'est dans plusieurs maternités la même chose, une proposition de rattrapage des vaccinations coqueluches auprès des jeunes parents. Et oui, en cas de retard, plus besoin de refaire toutes ces vaccinations. Le programme peut être repris là où il a été interrompu. Enfin pour ça, encore faut-il remettre la main sur son carnet de santé. Dans le cas contraire, une prise de sang peut aider à y voir plus clair. Mais quoi qu'il en soit, il faudra en discuter avec son médecin traitant. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, une exposition est visible toute la semaine dans le hall d'entrée du CHD de La Roche-sur-Yon. Conséquence des élections municipales du mois dernier, les communautés de communes ont elles aussi de nouveaux conseils. L'agglomération de La Roche-sur-Yon a formé le sien vendredi soir et c'est le nouveau maire yonnais, Luc Boire, qui en a été élu président, comme à l'hôtel de ville de La Roche-sur-Yon d'ailleurs. Il succède ainsi à Pierre Regnault. Remettre à plat peut-être ce qui a été fait ces dernières années, y compris repenser peut-être le projet de piscine, en tout cas prendre le temps d'étudier où en est l'agglomération aujourd'hui, où en sont les finances de l'agglomération, et puis favoriser le développement des entreprises à travers les zones et à travers l'accueil surtout du numérique, à travers le data center qui est un équipement privé mais qui est arrivé désormais, et aussi avec la fibre qui va être livrée dans les prochaines semaines. Donc notre ambition, l'ambition commune des maires et du président de l'agglomération, c'est de développer l'emploi et donc de développer les entreprises avant tout. Alors voilà pour les grands dossiers. La Roche-Agglo qui a également élu 13 vice-présidents, dont Yves Vinet, le maire de La Ferrière, Philippe Portet, le premier adjoint à La Roche-sur-Yon, et Luc Guyot, le maire de Torigny, en première, deuxième et troisième position. Un mot des retraites maintenant, avec peut-être une bouffée d'oxygène pour ceux qui ont les plus petites pensions. Manuel Valls recevait cet après-midi des députés socialistes qui voulaient présenter au Premier ministre des alternatives au gel annoncé la semaine dernière dans le plan d'économie. Le report d'1 an du pacte de responsabilité pour les très grandes entreprises, la lutte contre l'optimisation fiscale, voire la diminution de l'impôt sur le revenu. Réponse demain en Conseil des ministres. La question du financement est désormais réglée. Les travaux vont pouvoir commencer. RFF et collectivités locales se sont en effet retrouvés à Challans vendredi. Une rencontre décisive qui lance enfin les travaux de rénovation sur la fameuse ligne Nantes-Saint-Gilles. Des voies centenaires dont les usagers et les élus demandaient la réfection depuis des années et sur lesquelles les trains ne roulent plus qu'à 60 km/h pour des questions de sécurité. Premier coup de pioche dans 5 mois. Simon Philippot.
1 million de voyageurs fréquentent la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie chaque année. Une ligne vieille de plus de 100 ans qui n'est donc plus adaptée au trafic actuel. Déjà, une première phase de travaux a permis de moderniser le tronçon entre Nantes et Sainte-Pazanne. Hier, Réseau Ferré de France, l'État, le département et la région ont donc signé une convention de financement pour lancer la deuxième phase avec la modernisation des tronçons entre Sainte-Pazanne et Pornic et Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Actuellement, l'état de la voie pose un certain nombre de problèmes puisque ces trains ne roulent qu'à 40 ou 60 à l'heure. Et surtout, la question qui se pose, c'est de savoir si effectivement on pourra assurer la pérennité de cette liaison. Je pense d'abord aux usagers. C'est un train qui mettait plus de temps pour aller à Nantes qu'il y a 30 ans. On avait une vitesse de circulation à 40 km/h, soit pratiquement une vitesse, là encore, des trains à vapeur. En tout, 108 millions d'euros vont être attribués pour la réalisation de ces travaux. 165 km de rails vont être remplacés et les différentes gares concernées vont également être modernisées pour permettre leur accès aux personnes à mobilité réduite. Réseau Ferré de France va également devoir réaménager 7 ponts. Les travaux doivent débuter en septembre 2014 et devront être terminés le 30 juin 2015 pour le début de la saison estivale. Aujourd'hui, on a des ralentissements sur cette ligne dus à son état, à la sécurité. Et donc, on a des temps de parcours qui sont très dégradés. Et donc, grâce à la mobilisation de Réseau Ferré de France, mais surtout de la région et du Conseil général, on va pouvoir faire de gros travaux en des temps records. Pendant la durée des travaux, la voie entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie sera totalement fermée. Des cars de substitution seront donc mis en place pour continuer à assurer la correspondance. L'affaire remonte à 3 semaines. Elle a été rendue publique ce matin dans les colonnes de nos confrères de Ouest France. 3 fonctionnaires du service carte grise de la préfecture de Vendée à La Roche-sur-Yon ont été entendus par la police judiciaire d'Angers. Une femme et 2 hommes, aujourd'hui suspendus de leurs fonctions. Ils seraient soupçonnés d'enrichissement illicite en proposant des cartes grises moins chères que ne le fixe la loi. Des cartes grises pour voitures neuves qu'ils auraient proposées au tarif d'un simple changement d'adresse. Une enquête est en cours. 25 projets retenus pour au final un seul gagnant. Le CAUE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Vendée, vient de lancer la 2e édition de son prix départemental d'architecture et d'aménagement paysager. Du centre-bourg de Bretignolles-sur-Mer au jardin de la Cure de Mortagne-sur-Sèvre, en passant par le collège Pio-Beta d'Aubigny. À vous de voter pour votre réalisation préférée. À vous de vous rendre compte aussi que le travail d'architecte est utile partout, qu'il ne se cantonne pas aux grandes agglomérations et que quelques bijoux se cachent parfois dans la rue voisine. Pierre Dalicieux. Voici la maison de Pascal, architecte à La Roche-sur-Yon, une maison qui se démarque des autres, mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a encore 3 ans, voici à quoi elle ressemblait, une maison ordinaire et qui avait du mal à se vendre. Ordinaire, sauf pour notre architecte. Moi j'ai vu tout de suite qu'on pouvait en tirer quelque chose qui avait un potentiel. Et qui permettait à la fois de conserver la vieille maison qui était sur le cadastre de 1848, côté rue, mais côté jardin, de pouvoir faire un bel objet contemporain. Et le pari est plutôt réussi. D'un espace morcelé, Pascal a réussi à faire une grande pièce à vivre, ornée de meubles de grands designers comme Le Corbusier, ou encore de cette imposante bibliothèque murale dessinée par l'architecte lui-même. Ici, l'objectif, c'était vraiment de faire un très grand espace, d'une pièce de pratiquement 8 par 8, où on vit, on fait la cuisine, on regarde la télé, on reçoit les copains, on mange, et avec la terrasse qui fait une prolongation de cette pièce de vie où on peut aussi se reposer, lire et manger. Une terrasse qui se transforme en pièce à vivre avec l'arrivée des beaux jours, sans oublier le jardin, véritable havre de paix, surtout que l'endroit s'y prête tout particulièrement. On a ouvert complètement une partie de l'ancien atelier sur Lyon, ce qui permet de voir les canards et de s'amuser avec eux. Et à terme, il y aura un grand ponton qui viendra jusqu'au bord. Bref, vous l'aurez compris, ici, chaque espace est mis en avant pour en profiter un maximum, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Du sport maintenant, avec les images de la finale du Mondial Football Montaigu, c'était hier, et la victoire de la Côte d'Ivoire au palmarès des nations. 2-1 face à la Corée du Sud. C'est la 7e participation du pays africain au Mondial, mais la première fois qu'il décroche le titre.
Dans le challenge des clubs avec Rennes-Nantes, la Vendée et tout ça, c'était d'agréables surprises et je pense qu'on a bien fait de descendre de catégorie, de passer de U17 à U16 et on a vu du beau football, c'était animé et tout. Et puis bon, une finale un peu exotique, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, victoire de la Côte d'Ivoire, donc on est satisfait. Grand tournoi. Image et interview de notre correspondant sportif Jean-Marie Bidot. Et puis du côté des clubs, ce sont donc les jeunes de Rennes qui se sont imposés face aux Nantais. C'est la 3e fois que les Rennais remportaient ce challenge. Un visage à présent, regardez derrière moi, celui de Justine Charrier. Justine a été élue ce week-end Reine des Sables 2014, un titre qui ne récompense pas que la beauté, loin de là. Les candidates sont à chaque fois mises à l'épreuve avec des questions sur le costume et la coiffe traditionnelle qu'elle porte, sur les quartiers des Sables d'Olonne ou encore sur le Vendée Globe. Rares sont les animaux qui ont leur propre fan club officiel, mais en voilà un qui a le sien et depuis 1929 en plus. La poule de Maran est très prisée par les collectionneurs, des amateurs qui plébiscitent avant tout ses œufs, des œufs marrons comme du chocolat. Grégoire de Châtillon. Dans les 14 variétés de marrans, il y a la poule froment qui est plus jaune. Là, vous avez la plus connue, là, c'est la marran noire cuivrée et qui fait des œufs extrêmement foncés, colorés. Et c'est bien là sa principale caractéristique. La poule de Maran est unique puisqu'elle pond des œufs de couleur extra roux. Elle fait des œufs très foncés, couleur chocolat, ce qu'on appelle les œufs... la poule aux odeurs, comme l'on dit, avec une coquille très épaisse, une membrane très dure et un jaune très capiteux. Pour faire des crèmes ou un œuf coq ou alors un œuf mouillette, c'est délicieux. Et en plus, son goût est d'une saveur inégalable. La poule de Maran est originaire certes de Charente-Maritime, mais aussi du Sud-Vendée. Il en existe 14 variétés et c'est la seule volaille qui est jugée avec son œuf pour des concours. C'est le Marans Club de France, l'organisme officiel de sauvegarde de la poule de Maran, qui les note depuis 1929. Un œuf blanc est classé en 1 et vous allez jusqu'à 9. Et pour avoir des œufs bien typés et d'une belle couleur chocolat, il faut être minimum de 7 à 8. Avec ou sans coque, la poule va pondre environ 180 œufs par an, une race que Michel n'hésite pas à faire concourir pour la couleur de ses œufs. En l'an 2000, nous avions fait le championnat européen Amaran, pays d'origine de l'Amaran, dont j'étais champion de France avec une noire cuivrée. L'homme est passionné depuis son enfance par ses poules et l'Amaran le comble de satisfaction, évidemment, grâce à ses œufs uniques au monde. Le temps de ce milieu de semaine pour finir ce journal, eh bien c'est un mercredi à moitié pluvieux, surtout l'après-midi, donc à moitié sec aussi. Côté Mercure, il va faire plutôt frais, au mieux 16 degrés dans le sud Vendée. Le bulletin complet, c'est bien sûr dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, on va se quitter sur les images du lancement de la tournée des Joyeux Petits Souliers d'Ukraine. Une tournée qui passe depuis quelques années par le département à l'invitation de Vendée-Ukraine et qui avait évidemment un goût un petit peu particulier cette fois-ci du fait des tensions avec la Russie. À demain.